Allez, 30 juin, jour de l'indépendance. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Opinion croisée, votre désormais émission culte. C'est une émission, une édition spéciale justement parce que vous l'aurez constaté que nous n'aurons qu'un seul invité sur ce plateau. Il va croiser ses opinions avec celles des autres invités qui sont passés sur ce plateau au courant de la semaine où on a parlé des élections. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, le schéma se dessine déjà pour, en tout cas, un dialogue politique. Mais celui qu'on reçoit sur ce plateau, il l'avait déjà prédit dans d'autres plateaux, une année avant, bien avant si je ne me trompe pas. En tout cas, ici sur ce plateau, il va essayer de nous parler de ça, de sa vision, de sa philosophie en long et en large. Nous recevons pour aujourd'hui, comme je l'ai dit en édition spéciale, Monsieur Djamani, Popol Djamani. Il est président national de l'AVR. Il va mieux présenter son parti politique sur ce plateau, mais nous vous disons quand même bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est quand même le 30 juin. Oui, c'est le 30 juin. C'est l'indépendance. La fête de l'indépendance, c'est un moment fort de l'histoire de notre pays, un moment où Congolais et Congolaises, nous nous rappelons ce qui a été notre combat dans l'unité, dans la cohésion, pour qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo soit déclarée un pays indépendant, un pays souverain et un pays qui est prêt à prendre son avenir en main. 63 ans après, oui. Pouvons-nous dire que nous sommes réellement non seulement indépendants, mais démocratiques? Bon, écoutez, l'indépendance, c'est d'abord dans cet état d'esprit. Lorsque les pères fondateurs de cette indépendance se sont ligués pour quitter le joug colonial, ils se sont mis ensemble à la recherche du bien vivre et du mieux vivre. Et aujourd'hui, en rebaptisant le Zaïre d'hier en République démocratique du Congo, parce que cela a été à l'époque avec le Congo indépendant et tout ça, aujourd'hui, nous aspirons à mettre les bases d'un état de droit et à créer cet esprit démocratique. Oui. Vous savez que la République démocratique du Congo est en train de se construire et au jour d'aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons une constitution qui a plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Une constitution qui a plus de 15 ans et déjà cela, ça nous permet de croire à un lendemain meilleur. Et Félix Tshisekedi aujourd'hui, il vous inspire quand même quelque chose de positif. Bon, le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est le président que le peuple congolais s'est choisi en 2018 lors de la compétition électorale. Il a un background, il a un projet, raison pour laquelle le parti Alliance de valeurs républicaines, institution, sentinelle des institutions, croit à son combat. Ah, donc vous êtes de l'Union sacrée, vous croyez en Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je suis président du parti politique Alliance de valeurs républicaines, parti qui est sentinelle des institutions. Donc vous n'êtes pas dans l'Union sacrée? À ce titre-là, en tant que sentinelle des institutions, nous devons accompagner les institutions établies. Vous n'êtes pas de l'Union sacrée? Non, le parti Alliance de valeurs républicaines n'est pas à l'Union sacrée. N'est pas l'Union sacrée parce que le concept n'a pas encore été avalisé par le concepteur. Merci beaucoup. Alors, ça, ce n'était que l'introduction. Mais en tout cas, nous allons nous focaliser beaucoup plus sur les élections. Mais d'autres sujets d'actualité peuvent également être évoqués. Nous avons une heure de plateau avec vous. Élection par élection. En tout cas, les schémas se dessinent déjà. D'ailleurs, au moment où nous sommes en train de parler au Fleuve Congo Hotel, les 4 leaders de l'opposition sont invités, sont en train de discuter avec le président de la CENI, Denis Kadima. Il les a convoqués pour discuter, se mettre d'accord sur un format qui va arranger tout le monde. Et il a également invité, cette fois-là en apartheid, Adolphe Muzito, ancien premier ministre de la RDC, lui aussi opposant politique, mais qui en fait, ne s'est pas mis ensemble avec les 4 leaders de l'opposition. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sangaï, Matata Pogno. Mais sur place, il faut signaler que Moïse Katumbi n'est pas à présent. Il s'est fait représenter par le secrétaire général d'ensemble, M. Bolengue Tengue,
D'abord, un petit commentaire sur la rencontre du fleuve Congo Hôtel et après, nous allons revenir en arrière pour parler de ce que vous, AVR, vous avez toujours, en tout cas, prédit. Bon, un petit commentaire. Bon, ce sont des initiatives louables de la part du président Denis Kadima qui recherche un consensus politique. Oui. Mais ce consensus politique sort du cadre de la CENI. Ah bon? Ce consensus politique doit sortir du cadre de la CENI parce que le président Denis Kadima est format machine intelligente. Oui. Cela veut dire que le président Denis Kadima doit s'inspirer sur deux instruments juridiques. Cela veut dire la loi électorale et la loi portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale. Sur ces deux piliers, il ne peut pas sortir autre chose. Lorsqu'il veut organiser le consensus pour pouvoir créer un nouveau format, il tire ça d'où? C'est ça la grande question. Lorsque les gens qu'il va recevoir aujourd'hui sont en train de dire que la CENI n'est pas conforme à la loi portant son organisation, comment il va se comporter? Lorsque on va lui demander de pouvoir auditer le fichier électoral, alors qu'il venait déjà de le faire, alors que la loi sur la répartition a été promulguée, oui, qu'est-ce qui va se passer? En mon humble avis, en tant que sentinelle des institutions, oui, nous avons écrit au président Denis Kadima. Oui. La grande question qu'on devait se poser, ou la grande question qu'il devrait poser à ces leaders de l'opposition, est-ce qu'ils savent que si on organise des élections sénatoriales le 20 février 2024, le juge de la Cour constitutionnelle, oui, ceux issus du Congrès, oui, seront placés hors mandat? C'est ça le vrai débat. Ah bon, ça c'est un autre débat qui vient de... Oui, c'est ça le vrai débat. Que vous soulevez là. Oui, parce que nous avons écrit au président Denis Kadima en son temps, oui, pour alerter, ainsi que l'institution président de la République, l'institution gouvernement. Nous avons écrit aux deux présidents des chambres de l'Assemblée nationale et du Sénat, oui, pour annoncer, oui, que si le président Denis Kadima ne révisait pas le calendrier électoral, qui veut que les élections sénatoriales s'organisent le 20 février 2024, oui, nous aurons les juges de la Cour constitutionnelle hors mandat. Or, les actes qu'ils vont poser, ce sont des actes illégaux parce qu'ils auront scié la chaise sur laquelle ils sont assis. Donc, vous, en tout cas selon vous, les élections doivent être reportées. Nous l'avons dit depuis 2019. Oui, et aujourd'hui, apparemment, ça semble se concrétiser avec... Je ne suis pas devin, je ne suis pas prophète, mais je pense qu'en tant qu'analyste politique, en tant qu'acteur politique, en tant que sentinelle des institutions, oui, nous avons le temps d'analyser en profondeur le comportement de nos compatriotes qui sont dans la gestion de la chose publique. Et donc, en 2019, lorsqu'il y avait prestation de serment entre le président Kabila et sortant, et le président Félix-Antoine Tshisekedi entrant, oui, à l'issue de son discours sur sa tribune, lorsqu'il a déclaré qu'il fallait qu'on puisse revenir à 2 tours des élections, notre parti politique a estimé que nous devons prendre ce bond-là pour l'accompagner, et nous avons fait les démarches pour annoncer à la communauté internationale, au clergé, oui, et aussi à toutes les familles politiques que si nous ne révisons pas la Constitution avant la tenue des élections du 20 décembre 2023, ou bien avant la tenue des élections en décembre 2023, oui, nous allons repousser les élections, nous allons connaître un glissement. Lorsque vous parlez de réviser la Constitution, révision de la Constitution, vous sous-entendez quoi? Quels sont les articles qui, selon vous, posent problème, qui méritent d'être révisés? Bon, il y a plusieurs articles qui doivent être révisés. Pour l'instant, nous sommes sur cette problématique de l'article 104. Oui. OK? Qui est sénateur à vie? Quand est-ce qu'on devient sénateur à vie? Et quel est le vrai rôle d'un sénateur à vie? OK? Lorsque vous lisez l'article 104, vous constatez qu'il est écrit qu'à la fin du mandat du président de la République élu, OK, il devient sénateur à vie. Alors, la question qu'on se pose en tant que nous, acteurs politiques, en tant que scientifiques, est-ce que pour devenir sénateur à vie, il faut avoir fait un mandat ou avoir fait 2 mandats? C'est ça la question. Ou 2 mandats. Cette question n'est pas réglée au niveau de la Constitution. Oui. Et si vous remarquez bien, je vous donne un cas. Si le président Tshisekedi va compétir aujourd'hui avec une tierce personne, oui, et que cette tierce personne arrivait à gagner les élections,
et que la CENI proclamait cette tierce personne comme vainqueur, nouveau président de la République, et que la Cour constitutionnelle confirmait. Mais cette personne arrivait à décéder avant la prestation de serment. Oui. Qu'est-ce qui va se passer sur l'opinion? Parce que le président Tshisekedi ayant perdu, Oui. parce que la Cour constitutionnelle va rendre un arrêt qui va déclarer la tierce personne gagnante. Oui. Et donc, le président Tshisekedi aura perdu. Maintenant, la question que nous nous posons en droit, est-ce qu'il va se repositionner aux nouvelles élections qui devront être convoquées, et le délai pour lequel nous devons convoquer cette nouvelle élection, ça sera comment? Et si il est à son premier mandat, qui va jouer l'intérim? Donc toutes ces questions-là, la Constitution nous a laissé un peu... Donc c'est comme aujourd'hui, par exemple, si les sénateurs à vie Joseph Kabila étaient candidats, oui. On suppose qu'il cesse d'abord d'être sénateur à vie, il va compétir. S'il gagne les élections, il continue, il perd son siège de sénateur à vie. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, d'abord, il faut rappeler ici que la stratégie Kabila, c'est une stratégie à longue portée. Oui. Nous qui sommes sentinelles des institutions, nous qui accompagnons le président Félix-Antoine Tshisekedi sous son mandat, avec des propositions concrètes, et nous pensons que ces propositions lui parviennent en temps utile, nous constatons que le président Kabila a mis en place une stratégie. Et la stratégie Kabila ne demande pas d'aujourd'hui. La stratégie Kabila part déjà à partir de 2010, 2009. Oui. Le président Kabila s'organise à modifier la Constitution. Évidemment, il trouve des éléments de droit pour dire, il n'y a pas d'argent. Et puis, il y avait 2-3 articles au niveau de la Constitution de 2006 qui posaient problème. Il s'organise à réviser la Constitution en 2011. Oui. OK ? Ce qui lui permettrait déjà, en révisant cette constitution, qu'il ait géré ou obtenu des mandats présidentiels avec 2 régimes constitutionnels différents. 2006, il passe président à 2 tours. En 2011, il passe président au seul tour qui existait, oui. qui était prévu. Okay? Déjà, sur cette carte-là, politique, le sénateur à vie Joseph Kabila peut se positionner comme nouveau candidat président de la République. Sans même que la Constitution ne soit touchée. Mais c'est ça le jeu politique. Et aujourd'hui... Mais pourquoi est-ce qu'il s'était retiré? Non, le sénateur à vie Joseph Kabila ne s'est pas retiré parce que vous pensez qu'il s'est retiré du pouvoir politique. Non, il s'est retiré pour donner l'avantage à son retour. Et c'est ça le jeu politique. J'ai dit que la stratégie Kabila, c'est celle-là. Oui. Nous qui soutenons le président Tshisekedi, nous avons abordé la question en disant, Monsieur le Président, vous avez dit du haut de votre tribune qu'il faut revoir la Constitution pour qu'on revienne à 2 tours des élections. Le faire, ça va permettre une fois à ce qu'il y ait une question de légitimité. Oui. OK? Et des deux, il y aura certaines dispositions que nous pourrons réviser avec une commission ou bien... Donc vous êtes en train de dire sur ce plateau qu'aujourd'hui, les sénateurs à vie Joseph Kabila peut être candidat et c'est constitutionnel, il est dans son droit. Potentiellement candidat parce que c'est dans son droit. Oui. Je vous rappelle ici que le président Félix-Antoine Tshisekedi peut déclarer aujourd'hui qu'il ne va pas se repositionner. Il va être déclaré sénateur à vie, oui. Alors qu'il a un autre mandat qui l'attend. Oui. Et donc, s'il va venir récupérer son autre mandat, qui peut le lui interdire? C'est comme Joseph Kabila. Il était candidat, on avait révisé la Constitution. Évidemment. Au moment où il était président, et quand on révise la Constitution, tout reprend à 0. Non, tout ne répond pas à 0. Cela veut dire que le régime constitutionnel pour lequel on doit compter son mandat diffère. D'où il a la possibilité d'avoir un nouveau mandat avec une même constitution. L'avantage de dire que le renouvellement du mandat doit se passer sous la même constitution. Lorsque vous êtes élu sous la même constitution, vous renouvelez votre mandat sous la même constitution, vous avez fait 2 mandats. Alors, merci beaucoup. Donc là, on comprend que Joseph Kabila peut être candidat. Ce débat-là devrait être clos parce qu'on le voit, on voit à travers les médias. Beaucoup disent que pour que Joseph Kabila soit candidat, il doit d'abord mourir et renaître. Là, c'est le professeur Mbata qui l'a dit, les constitutionnalistes. Je n'entre pas dans cette théorie. Je crois que le professeur Mbata sait qu'il y a eu 2 régimes constitutionnels sous le mandat de Joseph Kabila. Oui. Et que la fonction ou le titre des sénateurs à vie ne lui concède que de droits et non de devoirs. Et donc, une personne peut renoncer à son titre de sénateur à vie parce que nullement vous pouvez
imposer à une personne de garder un titre qu'il ne veut pas. Merci beaucoup. Alors, revenons vraiment au sujet qui était prévu aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous poussait réellement, exactement, concrètement, à dire qu'il ne sera pas, en tout cas, possible que nous ayons des élections, des bonnes élections, des vraies élections dans les délais constitutionnels? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre pensée, votre philosophie, pour que les gens qui nous suivent maintenant, là, au moment où nous parlons à la maison, vous comprennent? S'ils vont vous donner raison, ils vous donnent raison. S'ils ne seront pas d'accord avec vous, ben, libre à eux. C'est la démographie. Merci beaucoup. Il faut rappeler que nous sommes en temps de guerre. Et qu'en temps de guerre, l'article 63 de la Constitution, au premier alinéa, veut que tout Congolais ait le droit et les devoirs de protéger l'intégrité territoriale. Oui. Au troisième alinéa de cette même disposition, on invite l'autorité nationale, cela veut dire le vice-premier ministre de l'Intérieur, cela veut dire le président Denis Kadima, même si c'est une institution d'appui, cela veut dire le président de la République, cela veut dire le Premier ministre, cela veut dire le porte-parole de l'opposition, s'il existait, cela veut dire chaque parti politique, puisque c'est une autorité nationale, étant donné qu'il est porteur d'un projet, étant donné qu'il représente un groupe d'individus, étant donné qu'il a les attributs du pouvoir, okay, ceux-là, ce sont les autorités, ont les devoirs de protéger l'intégrité territoriale. Oui. Conduire le président de la République, parce que j'entends dire au niveau de sa famille politique, coûte que coûte, nous devons organiser les élections. Oui. Que ces élections soient mal organisées, mais organisons-les pour que nous puissions avoir une certaine légitimité. Oui. Alors, je me pose la question en tant que sentinelle des institutions, parce que ceux-là estiment qu'en 2006, Feu Etienne Tshisekedi n'était pas parti au processus électoral. Oui. J'ai dit alors, c'est qu'on n'a pas compris le jeu politique. En 2006, Feu Etienne Tshisekedi avait d'abord refusé la Constitution, l'adoption de la Constitution. Oui. C'était une logique claire. Qu'il refuse aussi. Après, ayant refusé d'adopter ou d'accompagner la Constitution, et donc, je me refuserai d'aller être candidat sur une Constitution dont je n'ai pas confiance. Oui. Si en 2011, Feu Etienne Tshisekedi a été candidat, c'est parce que la Constitution a été révisée. Donc c'est tout à fait logique. C'est la logique. La Constitution a été révisée parce qu'en 2006 ou en 2004, nous estimons qu'il avait des dispositions pour lesquelles il ne voulait pas. Il pensait qu'elles étaient contraires. Oui. Et donc, lorsque certaines dispositions ont été révisées en 2011, il s'est dit, je vais être candidat. Aujourd'hui, aller sans le leader de l'opposition, aller aux élections sans Martin Fayulu, qui était deuxième en 2018, oui, aller aux élections sans le candidat Moïse Katoubi, sans le candidat Matata Mpogno, sans le candidat Sessanga, sans le candidat désigné par la famille politique de Joseph Kabila. Ça risque de compliquer. Non, le président de la République sera aussi illégitime. Il n'aura pas de la légitimité. Il n'aura pas de la légitimité. C'est ça le vrai débat. Il faut que toutes ces personnes soient... Ça veut dire qu'il faut que toutes les personnes soient dans la moule. Oui. Et que le président de la République, avec la machine électorale qu'il a aujourd'hui, okay, puisse battre ses opposants à plate couture. Voilà pourquoi Denis Kadima est en train de chercher à négocier avec eux, les mettre en confiance. Même si Denis Kadima est en train de rechercher à négocier avec ce leader de l'opposition, oui, je vous dis que rien ne sortira de bon. Parce que Martin Fayulu, qui avait déjà préconisé une liste. Oui, il avait dit en tout cas. La désignation de juge de la Cour constitutionnelle. Oui. La révision de la loi électorale. La modification de la désignation des membres de la CENI. Le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, Denis Kadima va vouloir perdre son siège ou ceux qui l'accompagnent au nom de cette collaboration? Ça sera très compliqué. Ça sera compliqué. Donc, les jets vont être renvoyés au niveau des politiques que nous sommes pour que nous puissions nous mettre d'accord sur le principe. Le président Tshisekedi a tout à gagner.
Le président Tshisekedi... Vous proposez quoi à Tshisekedi exactement? Nous avons dit au président Tshisekedi, puisque vous avez refusé, ben, c'est pas lui, puisque la famille politique en son temps avait refusé la proposition de notre parti politique AVER, qui était de la révision constitutionnelle, aujourd'hui, le seul schéma que nous ouvrons, c'est le dialogue. Les dialogues, dialoguer avec qui? Pour aboutir à quoi exactement? Le pays est en proie de la balkanisation. Oui. Les Congolais, dans sa quasi-totalité, ne parlent pas le même langage avec le chef de l'État. Vous l'aurez remarqué, il est seul au front. Même si aujourd'hui, on peut retrouver le ministre Mouyaya, que je salue en passant, qui accompagne ce combat-là. Si on retrouve le VPM Christophe Lutundela, qui accompagne ce combat-là. Oui. Mais le président Tshisekedi est seul. Il est seul parce que ceux qui sont censés compétir le poste qu'il a ne l'accompagnent pas dans ce combat-là. Oui. Nous avons suivi Martin Fayulu qui a dit que, écoutez, nous sommes agressés, mais ce n'est pas tout. Il faut une stratégie commune, il faut une stratégie des Congolais et des Congolaises pour pouvoir mettre fin à la balkanisation. Oui. Nous avons proposé au président de la République en disant, si nous partons sur cette voie-là, par exemple, vous avez la possibilité de mettre en retraite tous les militaires issus de Sun City jusqu'à ce jour. Oui. Nous avons des pistes de solutions à donner. Par exemple, les opposants politiques qui sont nombreux. Jean-Marc Kabunda aujourd'hui en prison, Salomon Escadela, candidat président de la République, Salomon Escadela, Franck Diongo, ils sont nombreux, Barnabé, sont nombreux. Nous sommes en train d'aller petit à petit, comme je vous l'ai dit, si le président Tshisekedi, si la famille politique du président Tshisekedi estime que nous devons avoir les élections coûte que coûte, nous allons revivre la scène de 2011 après les élections dans ce pays. Dans ce pays. Alors, j'aimerais que vous puissiez placer un mot. Nous sommes toujours dans le même sujet, nous allons revenir sur les élections. Placer un mot autour des déclarations du secrétaire général de l'UDPS sur, en fait, les prélats catholiques, Donatien Cholet et Fridolin Ambongo, le cardinal Fridolin Ambongo. On a même vu le chef de l'État, lui aussi, dans les Kassai, il a tenu un discours dur envers et l'opposition et les prélats catholiques. Non, il n'y a pas que l'opposition dans ce discours qui s'est retrouvé, encore moins le prélat catholique. Le président de la République, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, a voulu rappeler aux uns aux autres que lorsque nous parlons de la sûreté de l'État, nous devons omettre le sentiment. Parce que il y a dans la Bible, si je prends ce cas, même si nous allons revenir en politique, il y a des gens, au nom de la conquête du pouvoir, qui ont assassiné leurs propres frères. Et au jour d'aujourd'hui, s'il y a des Congolais qui traitent avec l'armée rwandaise ou une certaine force étrangère qui veut mettre mal la cohésion nationale, le président Tshisekedi devra taper sur la table. Et si cette question, les libertés d'expression, d'opinion ne peuvent pas prévaloir. Je vous rappelle ici que nous avons vécu dans ce monde. Lorsque Bush va poursuivre Saddam Hussein, lorsque Sarkozy va poursuivre Kadhafi, parce qu'ils estimaient que, au niveau des États-Unis, ils ont été attaqués de l'intérieur, alors il fallait mettre fin à cette situation. Et si nous nous sommes attaqués de l'intérieur et que nous devons aller mettre fin à cette situation, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons penser que parce qu'il y a la liberté d'expression, parce qu'il y a la liberté fondamentale, que nous devons mettre en péril l'état de notre État. Je vais vous donner un exemple. Le cas par exemple de Salomon Escadela. Jusqu'à présent, au moment où nous parlons, en tout cas, il n'y a pas des preuves matérielles, concrètes. Je ne suis pas avocat de cet acteur politique. Je ne suis pas membre du parquet ou au moins de l'institution. Mais ça vous inspire quoi? L'institution qui est en train de... Mais ça vous inspire quoi? Élaborer ce qui s'est passé dans les cas Salomon Escadela en tant que citoyen, acteur politique. Ce que je constate simplement, si il est démontré que l'acteur politique dont vous citez a des liens étroits,
avec des personnes mal intentionnées, il est de bon droit que le service de sécurité puisse faire leur travail. Alors, les cas... Il est prouvé. S'il est prouvé. Voilà. Jusqu'ici, il n'est pas encore prouvé. Non. Cette preuve ne peut sortir que devant un juge. Oui. Parce que le ministère public est en train encore de rechercher la manifestation de la vérité, en train d'instruire son dossier. Nous devons attendre que le dossier puisse être renvoyé devant son juge naturel. Et à ce moment-là, vous allez présenter vos moyens. Dites-vous à ceux qui pensent ou qui racontent à haute voix que l'arrestation de Salomon Escadela, l'arrestation de Franck Diongo et même de Jean-Marc Kabound serait, je mets au conditionnel, un jeu de Tshisekedi, du régime Tshisekedi, justement parce que ce régime sait que l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, ce sera très compliqué. D'ailleurs, vous-même, vous préconisez ici les dialogues parce que vous l'avez démonté très noir sur blanc, que c'est très compliqué, très difficile. Alors, et qu'il faut utiliser ces acteurs politiques-là comme monnaie d'échange, comme chantage, parce qu'on sait que Moïse Katumbi peut avoir un faible lorsque Salomon Escadela est, par exemple, entre les mains de Tshisekedi, Franck Diongo, etc. Je ne suis pas dans le secret de l'Éternel. Oui. Ici, je parle de secret des services de sécurité. Oui. Mais nous pensons que ces pratiques, le président de la République lui-même avait déjà dit qu'il ne va plus les appliquer. Ou bien, il devait mettre fin à ces pratiques-là parce que lorsqu'il prend le pouvoir, il dit qu'il faut fermer les démiables, fermer toutes ces structures-là qui sont un peu parallèles. Mais tout un mandat va prendre fin, la démiable et les autres ne sont pas fermés. C'est là où la question sécuritaire tire son essence parce que sur certaines questions, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme. Si vous estimez que Salomon Escadela, acteur politique, le président Franck Diongo, acteur politique, Jean-Marc Kabound, acteur politique, seront classés dans la catégorie des prisonniers d'opinion politique, à ce moment-là, au niveau du dialogue, nous allons leur demander leur libération. Mais si le service de sécurité, après avoir instruit, pense qu'ils sont des mèches avec une bande des ennemis qui veulent fragiliser le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi, ben alors là, on doit les déférer devant leur juge naturel. Vous, en tant qu'acteur politique, que pensez-vous? Une opinion personnelle. Nous sommes dans opinion croisée. Votre opinion à vous? Mon opinion, moi, c'est que la justice doit faire son travail. Et que, puisque les personnes qui ont été appréhendées par les services de sécurité ont un juge naturel, il est de bon droit que la justice puisse rappeler ces personnes devant elle pour pouvoir les juger. Alors, si on vous demandait aujourd'hui de donner conseil au bloc de Lubumbashi, que diriez-vous à ces acteurs politiques? Je dirais au bloc de Lubumbashi que le Congo doit rester un. Parce que si Kasavubu n'avait pas mis de l'eau dans son vin pour demander la libération de Lumumba, on n'aurait pas eu cette indépendance. Si Joseph Kabila n'avait pas tendu la main à Jean-Pierre Bemba sous la communauté internationale, l'intégrité du territoire aurait changé. Si Joseph Kabila, en 2016, qui avait subi une insécurité patente avec 3 localités, qui avait estimé qu'on devait aller au dialogue pour pouvoir trouver un consensus pendant une période donnée, okay, et que le président Tshisekedi n'avait pas adhéré, ou encore Moïse Katumbi, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, à ce jour, je rappelle au bloc de Lubumbashi que l'histoire récente veut que le dialogue soit le seul partage que nous avons en commun et que la République démocratique du Congo est la terre de nos ancêtres. Pour les générations futures, nous devons apprendre à sauvegarder cette terre. Et donc, nous devons mettre de l'eau dans notre vin. Nous connaissons le combat pour lequel ils veulent avoir des représentants ou pouvoir gérer la République, mais nous devons les faire de manière très légale. Et je pense ici que le président Tshisekedi devra être très ouvert pour que nous puissions nous retrouver très incessamment avant que le pire n'arrive. Alors, une autre question. Vous allez en tout cas m'excuser, je vais poser toutes les questions possibles. Allez-y. Une autre question. Jean-Marc Kabound, permettez-moi de parler de lui.
quand il était encore dehors, il avait fait une déclaration dans son domicile. Je crois que c'est la déclaration là qu'il avait amené tout droit en prison. Il avait fait une série de révélations. Et parmi les révélations, il avait dit que le président Tshisekedi organisait un glissement. Un glissement était en train de préparer, en tout cas quelque chose pour un glissement, garder le pouvoir dans les conditions que lui seul avait évoquées. Je voudrais donner tous les détails. Que dites-vous? Je voudrais rappeler ici qu'en tant qu'acteur politique, l'AVER a écrit au président intérimaire de l'UDPS, qui était à l'époque Jean-Marc Abouk. Nous avons dit à l'UDPS, sous la présidence de Jean-Marc Abouk, que si nous ne révisons pas la Constitution, nous serons obligés d'avoir une transition de 2 ans. C'est la lettre de l'AVER adressée à Jean-Marc Abouk. Cette lettre existe encore au bureau de Jean-Marc Abouk quand il était vice-président. Et donc aujourd'hui, aller dire que le président de la République avait dans son joug une pensée pour glisser, j'ai dit non. Cette pensée, cette idée a été émise du parti politique Alliance de valeurs républicaines, sentinelle des institutions. Parce que nous l'avons déjà saisi en 2020. Nous avons saisi Jean-Marc Abouk en 2020. Nous avons saisi l'UDPS pour dire que le président Félix-Antoine Tshisekedi sera candidat indépendant. Vous devez vous préparer à cela. Quelle était la réponse de l'UDPS à l'époque? C'est ça le vrai problème. Lorsque nous réfléchissons sur la gestion de la République, lorsque nous disons sentinelle des institutions et que nous voulons accompagner l'institution présidente de la République, nous devons ôter les remords, ôter les sentiments. Nous devons réfléchir parce que nous avons quelque chose à gagner. Et à ce moment-là, l'UDPS nous a dit que le président Félix Tshisekedi ira au nom de l'UDPS parce qu'il sort de cette famille-là et il est respecté les textes. Mais lorsqu'il y a eu la création de l'Union sacrée, lorsqu'il y a eu des mamans au niveau de Kisangani qui ont apporté au chef de l'État une caution, et donc, vous devez vous poser la question, sur quel titre il va maintenant aller? Voilà. Alors, et un conseil maintenant au chef de l'État lui-même face en tout cas, la situation politique actuellement en République démocratique du Congo. Comment il devrait gérer cette crise, en tout cas pour consolider la paix, parce que, en tout cas, ce qui est sûr et qui est sur le plan politique, ça ne va pas. En 2022, nous avons saisi le chef de l'État pour leur demander d'organiser un forum sur la paix et la cohésion nationale. Oui. Nous avons estimé que, à l'allure où vont les choses, plus les gens ne vont plus croire en sa vision politique, plus les gens vont se liguer en bloc. Oui. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe. Et nous l'avons dit cela. Nous avons dit au chef de l'État que cela risquerait même de compromettre le processus électoral. Parce qu'ils estiment en amont qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été préalablement organisées avec un consensus. Et que lui qui est démocrate, c'est là où j'invite le président de la République, lui qui est démocrate, à savoir que 32 ans dans l'opposition lui a permis d'avoir toutes les formes de raisonnement, toutes les méthodologies d'approche. Oui. Et qu'à ce jour, le dialogue étant une voie pacifique, nous ne pouvons pas, en tant que parti politique, en tant qu'institution, en tant que leader d'opinion, oui, refuser que le FCC puisse avoir un candidat dans ces élections. Ça ne marchera pas. Mais le FCC ne s'est pas enrôlé. Joseph Kabila a dit clairement qu'ils ne sont pas partants, que son parti politique n'est pas partant pour ces élections. Martin Fayulu aussi l'a dit aujourd'hui. En tout cas, qu'est-ce qui explique l'arrogance de l'UDPS? Lorsque les prélats sont venus voir à l'époque Joseph Kabila, président de la République, oui, ils lui ont dit nous pouvons aller ramener les grands poissons. Oui. Il n'a pas fermé sa porte. Lorsque Félix Tshisekedi, à la sortie de l'accord de Nairobi, d'Addis Abeba, excusez-moi, oui, d'Addis Abeba, oui, okay, où on a demandé aux Congolais de pouvoir dialoguer. Il y avait Bouchab, il y avait Che, il y avait Lumanu, oui, qui accompagnait le président Kabila, qui nous ont amenés sur le format concertation nationale.
Et après, nous sommes venus sur dialogue de l'UIA et puis dialogue de Senko. Donc, à ce jour, le président Kabila est un homme ouvert. Et nous devons l'inviter, de par cette façon de voir les choses, par sa façon de voir les choses, à comprendre qu'il doit ramener sa famille politique à un dialogue. C'est maintenant ici, au niveau de l'UDPS, oui. L'arrogance de l'UDPS. Il faut dire à notre famille politique de l'UDPS, oui. La République ne se gère pas comme on l'en veut. Il y a des compromis à faire. Oui. Mobutu a su faire ce compromis. Mouzé a fait ce compromis. Kabila a fait ce compromis. Et le président Tshisekedi continue à faire ce compromis. Qu'ils arrêtent de penser que, puisque nous sommes la famille politique du président de la République, c'est que nous pensons, c'est oui et amen. Non. Non. Le Congo est grand. Le Congo est vaste. Et nous avons besoin de l'apport de tout un chacun pour que la paix puisse régner. Et lorsqu'on invective, on attaque, il y a maintenant des attaques personnelles sur le cardinal Monsengo, Ambongo, merci, le cardinal Ambongo et l'abbé Cholet, on reproche à l'Église catholique d'être proche de l'opposition. J'ai même vu quelqu'un de l'UDPS écrire que Moïse Katumbi aurait acheté, excusez-moi, le cardinal. Que dites-vous à cela? Non, c'est encore là, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut comprendre la stratégie Kabila. Lorsqu'il y a le FCC cash, oui. Il y a rupture, la famille politique du chef de l'État s'est dit, tiens, nous avons gagné, ou nous avons obtenu ce que nous avons recherché longtemps. Que Kabila se retire et que nous puissions gérer seuls. Oui. À ce moment-là, on n'a pas préparé le comeback de Kabila. On n'a pas préparé la contre-offensive que Kabila pouvait faire. Mais aujourd'hui, il faut voir les jeux Kabila. Kabila lance Corneille Nangaa sur la scène politique, même s'il se veut être... C'est Kabila qui a lancé Corneille Nangaa. Vous avez connu Corneille Nangaa avant qu'il soit la scène sous le nom de qui? Puisque si nous disons l'illégitimité de 2018 parce que les gens pensent que Félix-Antoine Tshisekedi aurait triché aux élections de 2018, il n'a pas été participant. Il n'a pas désigné un membre au niveau de la CENI. Le président, c'était Joseph Kabila. Et le président de la centrale s'appelait Corneille Nangaa. Et aujourd'hui, Corneille Nangaa sort pour faire la contre-expertise de propos de Denis Kadima. Ça, c'est la stratégie Kabila. Et d'ailleurs, Corneille Nangaa... Je vais continuer. Allez-y. La stratégie Kabila, c'est réveiller Ngoï Mulunda. Oui. Parce qu'il faut lire la stratégie Kabila. C'est notre difficulté que nous avons, nous, oui. sentinelles des institutions, lorsque nous disons ces choses, par écrit ou lorsque nous lisons comme ça à la place publique. La stratégie Kabila, il présente Corneille Nangaa. Corneille Nangaa qui fait du président Tshisekedi le président de la République. Ce qui fait dire que si vous, famille politique du président de la République, vous insultez, vous massacrez Corneille Nangaa, vous êtes en train de scier la chaise sur laquelle vous êtes assis, vous avez assis votre pouvoir. Oui. Kabila sort la stratégie Ngoï Mulunda. C'est lui qui a fait perdre Étienne Tshisekedi aux élections. Oui. Paix à son âme. Kabila sort la stratégie de son conseiller, Maître Mbouyou, oui. Qui va dire devant les prélats que en 2018, nous sommes allés voir Fayoulou, et Fayoulou nous a laissé entendre qu'il allait nous arrêter tous. Oui. C'est comme ça que nous sommes retournés vers Tshisekedi. Oui. Donc, à ce moment-là, il faut comprendre la ligne de défense de Kabila. C'est nous, acteurs politiques, c'est nous, sentinelles, que nous devons changer les stratégies. Vous comprenez? Oui. Kabila veut nous ramener sous le jeu de la légalité, en disant que s'il s'est séparé avec le président Tshisekedi, c'est suite à la désignation en violation de la Constitution des juges constitutionnels. Oui. C'est ça les propos qu'il a tenus. Oui, oui. Okay? Mais Kabila ne nous dit pas qu'en 2016, il a fait un forcing pour rester au pouvoir. Et donc, nous, en utilisant la même... En utilisant la même cour. La même cour, oui. Il faut le dire. Je suivis Mme Francine Mouyamba qui rappelle que le président Tshisekedi doit démissionner. Mais j'invite, elle a bien dit, il y a une jurisprudence de 2016 et nous allons appliquer la jurisprudence de 2016.
qui veut que l'article 70 alinéa 2, le président de la République reste en fonction. Jusqu'à l'installation. Jusqu'à l'installation. Le président Tshisekedi n'a pas peur des élections. Le président Tshisekedi veut démontrer à tout le monde qu'il a une base, et sa base est solide. Alors, si c'est le cas, venez tous, dialoguons. Si vous avez le temps de me dire que vous estimez que telle ou telle chose, je vous ai dit tout à l'heure, que le débat sur les juges de la Cour constitutionnelle n'aura plus sa raison d'être parce que au mois de février, au mois d'avril 2024, tous les 9 juges vont être renouvelés. Parce que leur mandat c'est 9 ans non renouvelable. Et si aujourd'hui, les blocs de Lubumbashi, surtout Martin Fayulu, rejetaient la proposition de Kadima, de l'hôtel du Fleuve? Je venais de dire, c'est la stratégie Kabila. Aujourd'hui, Martin Fayulu a compris l'erreur qu'il avait subie en 2018. Raison pour laquelle il dit qu'il veut se retirer du processus. Oui. Il se retire du processus après que le FCC l'a dit. C'est la stratégie Kabila. Nous devons comprendre la stratégie Kabila pour pouvoir... Vous voulez dire que Fayulu marche de pair avec Kabila? J'ai dit qu'il y a une stratégie Kabila qui est mise en place et que nous qui sommes sentinelles des institutions, nous devons placer les chevals de Troie. Oui. Si nous ne le faisons pas, l'autre a déjà l'avantage. Parce qu'il a envoyé des gens qui ont créé un nouveau conflit intellectuel dans la pensée, dans l'imaginaire congolais, et cela a été récupéré par le clergé. Parce que le clergé n'est pas invité par Kabila sur la scène politique. Ils sont invités par qui? Ce sont les opposants qui ont invité le clergé sur la scène politique. Vous aussi, vous pensez que c'est Moïse Katumbi? J'ai dit que les opposants ont été invités sur la scène politique, pardon, les clergés ont été invités sur la scène politique par les opposants en 2016. Ah, ok. Que personne ne vienne nous raconter n'importe quoi. En 2016, à l'époque, voilà. Tshisekedi était encore dans l'opposition. Voilà. Donc aujourd'hui, cette même stratégie, Kabila l'applique. Il dit, ok, puisque tu étais avec eux quand ils étaient à l'opposition, maintenant que moi je suis à l'opposition, sois aussi de mon côté parce que regarde ce qui s'était réellement passé. Oui. Et vous comprenez maintenant ce qui se passe. Alors, nous devons changer de paradigme. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Parce que la stratégie Kabila, c'est de créer un étau. Oui. Et ceux qui sont de la famille politique du chef de l'État estiment, et ils vont même plus loin, ils commencent à créer des guerres entre le président de la République et Jean-Pierre Bemba. On a vu la déclaration des mamans, c'est la stratégie de la VPEP, de la ministre, c'est la stratégie. F. Bazaïba. F. Bazaïba n'est pas sorti d'un concept nouveau. Elle dit que si nous avons rejoint l'Union sacrée, nous avons rejoint le gouvernement après avoir constaté que la personne que nous avons soutenue en 2018 n'a pas été élue, mais la stratégie Kabila a décortiqué en disant mais tu es membre du gouvernement. J'ai même suivi le président Steve Mikaï qui a dit mais tu devais avoir des réserves. Ça c'est la solidarité gouvernementale. Ça c'est la stratégie Kabila. Ça veut dire qu'il y a une stratégie. Mais vous, en tant que président d'un parti politique proche de l'Union sacrée. Non, proche de l'institution président de la République. De l'institution président de la République. Parce que pensez-vous? Sentinelle des institutions. Que pensez-vous? L'Union sacrée n'est pas une institution pour que je puisse être derrière. Que pensez-vous exactement de la déclaration de F. Bazaïba? Pensez-vous que Jean-Pierre Bemba est derrière elle? En tout cas, c'est ce qui se raconte dans la cité aujourd'hui, que Bemba aurait même félicité F. Bazaïba. La bonne question, c'est de savoir comment ceux-là qui étaient avec Félix Tshisekedi avant ont perçu l'arrivée de Jean-Pierre Bemba. C'est ça la bonne question. Oui. Est-ce que Jean-Pierre Bemba ne jouerait pas le jeu du Dauphinat en 2025 ce serait qu'il ferait la question c'est celle-là. La question de savoir est-ce que Vital Kamere dans tout ça. Puisque l'accord de Nairobi a été revu, Vital Kamere recherchait un poste de la primature. Il est VPM. Non, il a fait des concessions. Il a fait des concessions. C'est pourquoi je dis. Parce que la stratégie veut qu'on puisse mettre en mal la politique gouvernementale. Et ça, c'est même en interne, même à la présidence. Parce que Jean-Pierre Bemba peut déranger. Et il dérange. Il dérange déjà. Il dérange. En quoi il dérange exactement? Puisque Yabati qui peut être candidat, qui peut se présenter comme dauphin de Félix Tshisekedi. Et ça, Maloukonde est dans tout ça.
Non, Sama Lukonde, je ne pense pas que... Je pense que pour Sama Lukonde, nous l'avons félicité parce qu'il a été reconduit Premier ministre par une correspondance. Nous lui avons aussi dit qu'il doit se préparer pour assumer l'Assemblée nationale. Ah, donc il sera... Sama Lukonde s'est préparé... S'il joue sa carte. Il est préparé à être président de l'Assemblée nationale. S'il joue sa carte. Et Mbosso dans tout ça. Non, mais Mbosso ne va plus se représenter. Alors, nous devons terminer. Un mot de la fin. Oui, d'abord, je vous remercie d'avoir pensé à nous en ce jour spécial. Très spécial, oui. Ce jour spécial, c'est à la fois l'indépendance de la République démocratique du Congo, mais aussi le 5 ans d'anniversaire de notre parti politique, Alliance de valeurs républicaines. C'est l'anniversaire de notre parti politique. Tout à l'heure, nous allons nous rencontrer quelque part et nous allons faire une déclaration politique en ce qui concerne cette réunion avec l'opposition qui ne présage aucun bon fruit. Je ne suis pas prophète de malheur, mais je sais que si nous ne nous mettons pas sur une table maintenant, le pire est à venir. Mais aussi, je profite de votre micro pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon fils, Josdan Ange Djamani. Joyeux anniversaire à notre Voilà, parce qu'il est né le 30 juin. Papa a créé le parti politique le 30 juin. Et le 30 juin, nous avons notre indépendance. Et donc, pour moi, c'est un jour très mouvementé. Parce que nous devons être à gauche et à droite pour pouvoir parler de la République. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à notre fiston, Djamani fils. C'est un plaisir pour moi. Je rappelle que nous avons reçu pour vous sur ce plateau Paul Djamani, le président national de l'AVR. Nous avons discuté processus électoral, son parti politique, en tout cas préconisait déjà le report des élections, préconisait un dialogue et aujourd'hui, en tout cas, les événements commencent à donner raison. Je n'ai pas dit que les événements ont donné raison, mais commencent à donner raison à ce parti politique proche de l'institution président de la République et non de l'Union sacrée. Ce parti politique sentinelle des institutions. Sentinelle des institutions. Proche de l'institution président de la République. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette émission sur Peter Tiani, RDC Télévision sur YouTube. Cette émission peut également être disponible sur Nyota Télévision ainsi que toutes les chaînes partenaires, les extraits coupés, partagés et bonne fête de l'indépendance. Au revoir. Merci beaucoup. Mes salutations aussi au DG Peter Tiani. Oui, je le salue. À Peter Tiani, oui, je le salue. Qui ces derniers temps est vraiment en train d'être persécuté aujourd'hui. Il porte la croix. Il porte la croix. Il porte la croix et ça va finir un jour. Nous saluons son combat. Vous saluez son combat quand même. Il me connaît je le connais personnellement. Oui. Donc il sait que nous sommes des combattants de la première heure. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bonne fête de l'indépendance.